ils ont continué jusqu'à midi et demi, comme je le disais tout à l'heure. Le deuxième site était situé à Kasavubu, à la Maison du Savoir, en face du Carrefour des Jeunes, que nous connaissons peut-être. Et c'était l'association RENAPEF, n'est-ce pas, qui a présenté 4 intervenants. Et je ne veux pas vous lire tous les détails. Vous pourrez avoir le programme si le président le des interventions. Et le troisième site, c'est celui de l'Institut français où est l'association des didacticiens, avec la présentation du site de la fédération. Alors, du français en RDC. Ensuite, ce sera la formation des enseignants de français, formation des francophiles promouvant une langue de communication. Des recherches, n'importe lequel. Vous pouvez y aller sur vos téléphones, vous verrez que c'est très pratique. Nous allons faire juste une expérience à partir de cet écran. Je suis dans ces moteurs de recherche. Je fais tout simplement F et F tiré R ici .com. Je lance. Et là, je suis directement sur la page d'accueil de notre site. Et je suis sûr que si vous testez même sur votre téléphone, ça va passer. Les onglets principaux que nous avons sur cette page d'accueil, le site, mais nous mettrons nos images à nous, vos images, les images qui viendront de vous. Ce sont les images que nous allons commencer à mettre et on va commencer à les changer à tout moment. Mais elle ne peut pas lire le commentaire parce que les amis sont loin. Ça vous dérangerait que je vous prête mes yeux? Non? Non? Alors, je vais lire pour vous. Des associations de professeurs de français ont fédéré leurs activités ainsi que leurs efforts en vue de progresser ensemble, tout en mutualisant ressources et pratiques. Elles bénéficient d'un précieux appui du partenaire français par le biais du Fonds de solidarité pour des projets. En attendant que les autres associations sœurs prennent le train en marche, dont je vous ai parlé, était en train de trôner à Kintambo. Et on va ajouter. Alors, le projet FSPI cherche, et c'est ça l'objectif du projet, et les causes de ce financement, donc cherche à améliorer. Au niveau de nous, c'est là que nous allons parler de nos associations. C'est pourquoi j'ai parlé d'une carte de visite. Le troisième onglet, forum. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec notre première fiche méthode qui va porter sur l'analyse du sujet. Voilà. Pour analyser le sujet, nous vous proposons un sujet qui est le tableau. Nous allons les lire. On commence à lire pour dégager les thèmes. Pour dégager les thèmes, on se pose une question. On doit toujours procéder par les questionnements. On pose cette question de quoi parle le sujet en posant cette question. Vous allez constater que la première partie, il traduit son là on dit qu'il est son raisonnement, on peut être optimiste. Et là on dit qu'il est positif dans les raisonnements. Tout comme on peut, au contraire, être
pessimiste, la tonalité peut être aussi objective. Dit que là, l'auteur est neutre, il n'est pas engagé dans ce qu'il dit, il dit des choses, il exprime son opinion avec objectif. Une fois qu'on a repéré l'attitude de l'auteur ou bien la tonalité, on passe à la troisième lecture. À parler de cette analyse. Ce sujet-là, c'est à discuter ou c'est à démontrer les rôles du parent. Il n'y a pas eu de libellé dedans. Et aussi, lorsque vous avez commencé à parler de recherche de mots difficiles, vous avez dit qu'il faut se servir des dictionnaires pour avoir l'extension et aussi la définition des mots. Mais lorsque vous allez à la reformulation, la première reformulation est littérale ou alors littéraire. Des questions et puis je pourrais revenir. L'enseignement-apprentissage, c'est-à-dire qu'on a une expérience à communiquer qui sort de chemin battu, de sentier battu. Et là, vous êtes dans la procédure traditionnelle. C'est-à-dire que vous voulez aborder plusieurs éléments à la fois. Et en fin de compte, les élèves les comprennent bien. Vous aurez remarqué que dans le didactique qu'on a utilisé, la fiche méthode. Une fiche méthode. Donc quand on parle d'une fiche méthode, la compétence procédurale. Donc vous êtes en train de montrer aux élèves la procédure pour arriver à comprendre un sujet. Donc l'objectif ici, c'est plus amener les élèves à construire ce qu'on appelle la compétence procédurale. Nous avons dit, lorsque vous lisez, lisez les sujets plusieurs fois. Je ne sais pas, moi c'est comme ça qu'on m'a appris. Lisez et révisez les sujets plusieurs fois, ça fait combien de fois? Et dans chaque lecture, qu'est-ce qu'il faut dégager? C'est-à-dire que dans cette fiche méthode, je dis aux élèves, au niveau de la première lecture, donc vous devez dégager le thème. Une fois que vous dégagez le thème, c'est-à-dire que vous avez compris les sujets. Et il y a une procédure pour dégager le thème, il faut poser telle question. Une fois que le sujet et le thème est dégagé et repéré, deuxième procédure. C'est ça la tonalité à laquelle on doit recourir pour faire voir aux élèves que telle tonalité cherche. Quand vous dites qu'il est pessimiste, bon, quels sont les mots dans la phrase qui montre qu'il est pessimiste? Ah, aveugle. Oui, maintenant, aveugle devient un mot important. Pourquoi aveugle? Un aveugle, c'est quelqu'un qui a besoin d'un guide. Tout comme la science aussi a besoin d'un guide. Alors, faut-il dire que la science, elle se dirige elle-même ou bien elle est dirigée par l'homme. Donc, il ne faut pas condamner la science à ça. Le problème, c'est celui-là. Le problème, c'est celui-là. Quand vous enseignez aux élèves, c'est comme si vous vous adressiez à vos collègues. Non, c'est ça le problème. Littéral, littéraire. Ces langages-là, il faut les tenir, je pense, face aux collègues et non pas aux apprenants. Aux apprenants, il y a deux langages quand nous enseignons. Il y a les langages qui sont destinés aux collègues. Quand je parle avec eux, je parle de triangle didactique. Ils vont me comprendre. Mais quand je suis devant les élèves, je dis, bon, écoutez, il y a un problème de triangle didactique. Je complique tout. Tous les problèmes, c'est à ce niveau. D'accord. D'accord, on prend deux possibilités. Ce ne sont pas les enfants, ce sont les apprenants. Ce sont les apprenants. Merci, merci.
les apprenants ont deux possibilités. Ils voient le côté positif de l'affaire. Et dans un premier temps, dans un deuxième temps, ils voient le côté négatif. Là, ils peuvent évoluer face à risques quand il n'y a pas de question d'orientation. Hein, c'est ça le rôle du virtuel. Quand vous regardez sur beaucoup des sites des enseignants, vous allez voir qu'ils parlent rare dans une classe comme ça. Généralement, ce sont des classes numériques. Hein. Des classes numériques, voilà un peu. Il a retenu comme mot-clé 3 mots, mais il a laissé tomber le verbe substituer. Alors qu'il me semblait que le mot enfant était subsumé par le mot parent. Et que le mot substituer le verbe, c'est pratiquement la base lorsqu'on fait l'analyse des propositions. Et j'aimerais savoir alors, M. Timanda, pourquoi vous avez laissé tomber ce mot? Quand on enseigne, il y a les implicites et les explicites. Quand vous dites que les parents, l'école ne doit pas se substituer, un élève qui est en sixième connaît déjà qu'une école en matière d'éducation ne peut pas remplacer les rôles des parents. Ça, c'est l'implicite. Mais nous sommes dans les thèmes éducation. Les mots-clés qui jouent sur les champs de l'éducation, c'est parents, école, élèves. Suggérez là-bas. Le premier rôle des parents, c'est d'abord enseigner le respect. L'école complète, mais ça commence à la maison. Maintenant, quand l'élève arrive à l'école complète, mais il est plus sur le plan scientifique, avec des matières telles que mathématiques, tout ça. Ça, c'est le rôle de l'école. Le premier rôle de l'école, c'est de donner l'instruction. Maintenant, quand l'école donne l'instruction, l'élève rentre à la maison, les parents suppléent. Oui, là, vous parlez du thème ou du sujet. Parce que c'est comme si vous êtes dans le sujet. L'éducation, tous les détails que vous donnez concernent le sujet. S'il vous plaît. En extension, c'est l'école. L'éducation. En extension, c'est les élèves. Vous ne pouvez pas terminer cette dissertation sans faire allusion aux parents, sans faire allusion aux apprenants, sans faire allusion à l'école. Donc les idées clés vont nager. Parce que si je vais chercher à comprendre l'idée d'un élève, je n'ai pas besoin du verbe substituer, mais j'ai besoin de suivre les fils d'idées, la cohérence. Comment l'enfant est en train d'enchaîner ses idées pour démontrer, quelqu'un l'a dit, pour démontrer que l'école ne doit pas se substituer. Donc en dissertation, c'est plus la cohérence. Et la cohérence prouve que vous êtes dans les thèmes. Grâce à elle que les hommes peuvent entrer en contact les uns avec les autres, même s'il y a aussi d'autres formes de langage, comme le langage gestuel, la langue est le langage le plus employé. Nous avons deux grandes catégories de langues, les langues locales et les langues internationales. Le français est une langue internationale, c'est-à-dire une langue employée dans plusieurs pays. Cette langue est aussi employée en RDC, notre pays. Elle est d'ailleurs la langue officielle, c'est-à-dire la langue de l'administration, de l'enseignement, bref, de l'État. Cette caractéristique fait que le français se positionnait comme une langue d'usage courant, remplie de nos 4 langues nationales. Il n'est donc pas étrange d'entendre les gens parler en français à la maison, dans la rue, à l'église, etc. Nous comprenons donc que le français est une langue qui s'est installée dans notre société, c'est-à-dire celle d'une langue qui sert d'outil de communication dans tous les milieux de notre pays. Le français se retrouve ainsi chez moi, chez tout le monde. Si vous fuyez le français va vous rattraper. On dort avec le français, on se réveille avec le français. On boit avec le français,
On mange avec le français. On le veille ou non. Les guidons. À présent, comment tirer profit de ces statuts de la langue française? Que faire pour que le français soit utile à nos intérêts, aux intérêts de chacun et de tous, à la maison, à l'école sociale? La réponse à cette question est simple, ça y apporter. Cette réponse est la suivante. Il faut apprendre le français, il faut le français, il faut être capable de s'exprimer en français. Je suppose que tout le monde ici parle français. Qui ne parle pas français ici? Si quelqu'un répond à cette question, c'est qu'il parle français. Si je dis en anglais, do you speak English? Celui qui répond, no, I don't speak English, il dit, je ne parle pas anglais, mais en anglais. Est-ce qu'il parle anglais? Bien sûr. La réponse est oui. Alors, il faut parler français, certes, mais faut-il aussi parler nos langues ou même l'anglais aussi? Oui, aucune langue n'est à exclure. C'est une richesse d'être polyglotte, c'est-à-dire de parler plusieurs langues. Mais le français a un avantage que les autres langues ne possèdent que dans une moindre mesure. C'est la langue qui fait sortir du ghetto, c'est-à-dire la langue française qui permet d'interagir, de communiquer avec le Congolais dans toutes les circonstances, dans tous les milieux, à savoir à l'école, dans les lettres administratives, dans certaines émissions, à la radio et même à la télévision. Nous avons dit que la réponse à la question « Comment tirer profit du statut social du français » est à la fois simple et complexe. J'ai expliqué en quoi elle est simple. Et j'ai dit que c'est parce que la réponse est « Il faut apprendre le français ». À présent, voyons en quoi cette réponse est complexe. À ce propos, il faut retenir que le français permet l'insertion de l'individu à son environnement. Le français permet ainsi à l'individu de comprendre et d'interagir. Comprendre quoi? Comprendre les textes en français, les messages en français, le propos en français. Nous sommes dans un pays où le français est parlé partout. Si, par exemple, vous regardez la télé, un message fixe et sans son apparaît. Ce message dit la suite de nos émissions dans quelques instants. Est-ce qu'il faut dire que la télé est tombée en panne parce que rien ne bouge? Mais si quelqu'un ne comprend pas ce message, il peut croire qu'il y a une panne. Parce qu'à la télé, les images bougent, même s'il y a des écrits fixes. Et il y a toujours un fond sonore. Nous avons dit aussi que le français permet d'interagir. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que le français permet de communiquer. Il permet la communication entre deux et plusieurs personnes lorsqu'on est dans un milieu où cette langue est parlée. Quels sont alors les avantages que nous pourrons tirer du français en ce qui concerne la compréhension et l'interaction dans nos relations sociales? Nous allons en citer 7 de façon non limitative. 1. Parler français à la maison permet aux jeunes enfants de comprendre les programmes pour enfants en français. Nous avons par exemple les dessins animés. La plupart de ces dessins animés sont en français. Vous connaissez Choupi, vous connaissez Miraculous, vous connaissez Tom et Jerry. Qu'est-ce que c'est en Chiluba? Qu'est-ce que c'est en Kisakata? Voilà, tous ces programmes sont en français. Si vous parlez français à la maison, les enfants comprendront ces dessins animés. En plus, l'usage du français à la maison permet aux enfants de se préparer à la vie scolaire sans le savoir. Les langues locales, les enfants les apprennent par immersion, c'est-à-dire du fait qu'ils sont dans un milieu où l'on parle majoritairement que ces langues. Ils ne fournissent donc aucun effort pour les maîtriser. Il faut créer aussi une immersion à la maison pour le français. 2. La maîtrise du français permet à l'individu, au locuteur, c'est-à-dire celui qui parle cette langue, de ne pas avoir de complexe d'infériorité. Ce complexe naît du fait que celui qui ne parle pas français reste muet, là où tout le monde parle français. Un enfant qui ne connaissait que les lingala et ne connaissait aucun mot du français est allé à l'école pour la première fois. Tous les élèves s'exprimaient en français. À son retour à la maison, il a dit à sa mère, « Maman, à l'école, le lingala qu'on parle est différent du lingala que nous parlons à la maison. »
Cela signifie que cet enfant était marginalisé. Il est resté muet. Il n'a pas pu parler. À la fin, il risquera de croire qu'il est inférieur aux autres. 3. Comprendre les notices et les modes d'emploi. Lorsque vous achetez un médicament ou un appareil, on demande de lire attentivement la notice avant de l'utiliser. S'il faut, par exemple, secouer un médicament avant de le donner à un enfant, sans le secouer, et on vous apprend après qu'il fallait secouer le médicament, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez secouer l'enfant qui est malade. Vous voyez qu'il est important d'apprendre le français. Très important. Si vous achetez un appareil qui fonctionne sur 110 volts, et comme vous ne maîtrisez pas le français, vous le branchez. Ce sera l'incendie où, dans les meilleurs des cas, l'appareil va s'abîmer les jours même de son achat. Le français permet aussi de comprendre le facture, notamment celle des supermarchés, de la Régie des eaux, de la SNEL. Vous pouvez ainsi facilement faire des réclamations au besoin ou comprendre comment se fait la facturation et combien vous devez payer, quels sont les détails, les prix, la TVA, etc. 4. Le français donne accès au monde de la rédaction. Écrire n'est pas seulement le travail des écrivains. Tout le monde est appelé un jour ou l'autre à écrire. On peut certes écrire dans une langue locale, mais il y a des cas où on doit écrire en français. Si vous écrivez dans une langue locale, comment allez-vous écrire pantalon, manchette, lunettes? Si vous devez répondre à une demande d'explication, comment allez-vous écrire s'il faut le faire en français? On voit ainsi que les gens qui recherchent des écrivains publics aident nègres littéraires, c'est-à-dire d'autres personnes qui doivent écrire pour eux. Là, on reste dans les ghettos, c'est-à-dire on reste enfermé dans son petit monde sans possibilité d'ouverture. On sépare de plumes de pan, c'est-à-dire, on peut dire fierté, d'une œuvre faite par quelqu'un d'autre. 5. Comprendre tout ce qui se dit en français. Les journaux télévisés, la prédication, les discours du chef de l'État, les émissions de chaînes périphériques comme RFI, BBC, La Voix de l'Amérique, etc. Ce qui est surprenant, c'est le film en français. Ils préfèrent des films en lingala qu'on appelle Maboke, Muyombe gauche, ou encore Vie de loin. S'il s'agit d'un film en français, ils se contentent des images ou des explications qu'une autre personne donne. Il y a aussi les cas de rejet. Certaines personnes pensent que ceux qui parlent français sont arrogants, ils sont vantards. D'autres vont même loin, même à les rejeter en disant que le français n'est pas notre langue. Le français, ce n'est pas de l'argent. Vous voulez nous impressionner? Parlez-nous en lingala. Ils appellent ceux qui parlent français, je les connais. Ces je les connais là, disent-ils, croyaient qu'il allait nous intimider. C'est tout simplement le signe d'un déficit d'intégration sociale. 6. La maîtrise du français permet d'être éligible aux tâches intellectuelles. Mettons-nous d'accord à ce sujet. Un intellectuel, ce n'est pas forcément celui qui parle français. Mais dans les pays où le français est une deuxième langue, ou langue de l'enseignement, la majorité des intellectuels parlent français. On peut ainsi être appelé à participer au débat des sociétés en français lors des conférences, des émissions de radio ou des émissions de télévision. Celui qui parle français est ciblé d'office pour diriger une association, pour former, pour informer, pour mener une plaidoirie, pour représenter un groupe. Et enfin, 7. Tout bien considéré, on peut tirer profit du statut social du français en RDC sur plusieurs plans. Le français permet en définitive l'insertion dans un vaste univers où les ghettos volent en éclats, où les opportunités sont très nombreuses, où les horizons sont très divers. Celui qui ne veut pas apprendre le français ne pourra pas s'émanciper. Il restera dépendant dans plusieurs interactions sociales. J'ai dit, je vous remercie. Oui, je vais vous envoyer. Mais le rêve lui-même. Il y a des fois où je fais des rêves en français. Oui, il arrive aussi des fois où je fais des rêves, on me parle en lingala dans les rêves.
Mais alors quand je sors de mon rêve, je suis moi. C'est ça. D'accord, merci. Mais les Français. Pardon? Après le rêve, c'est les Français. Après les rêves, oui, mais là... Après le rêve, on est là ou bien Non, là c'est après les rêves, c'est le français. C'est le français, oui. Oui, moi, j'ai suivi tout ce que vous avez développé. Alors, comment arrivez-vous à mettre en lien ce que vous venez de dire avec notre thème, professeur de français, créateur d'avenir, par rapport à votre contribution? Nous voulons maintenant savoir quel est... Répondu à la question comment tirer profit de la langue française, du statut de la langue française, la réponse était il faut apprendre le français. Et on apprend devant un professeur. Voilà en bref ce que je peux dire. Quelqu'un d'autre peut ajouter autre chose. Donc là, il y a le professeur qui est bâtisseur déjà d'avenir. Le français, ça fait voler le ghetto en éclats, ça vous donne un accès au monde environnement et même vis-à-vis des étrangers. Voilà, c'est un peu ça aussi aujourd'hui, l'avenir de chacun et de tous. On ne peut pas vivre dans un vase clos. Et l'avenir aujourd'hui, c'est le contact et c'est même le fait d'aller au-delà de son pays et de son petit environnement. Oui, il y a quelqu'un. Oui. Le français au Congo, face aux 4 langues nationales, le français sur les trapèzes vocaliques a 16 voyelles. Lorsque vous rentrez maintenant sur les 4 langues nationales, vous verrez que les voyelles sont à 7, à 8 selon les langues. Alors, un professeur de français qui enseigne cette langue-là doit convaincre les locuteurs à pouvoir parler. Et une fois que, s'il ne convainc pas, nous entrons dans ce que nous appelons l'interférence linguistique. Mais à vous voir tout cela, et le français que vous parlez, je n'ai pas senti d'interférence linguistique. C'est que la contribution de celui qui a enseigné a posé sur la diction. Et je sens votre diction qui fait que vous êtes de français. On ne peut même pas vous dire que vous êtes de Luba lorsque vous avez enseigné la dissertation. J'ai senti que vous êtes dans le 16 voyelles vocaliques. Je m'arrête là. Avez-vous publié l'ouvrage concernant cette... On est en chantier. On est sur 20 ans. L'ouvrage va parler de notre histoire. J'appelle ça l'aventure de l'opéra française à travers la RDC. Pour les 20 ans, on s'arrête avec un spécial 20 ans de l'opéra français. Personnellement, quelqu'un qui connaît le français, mais qui doit l'utiliser à son avantage. Comment cela se fait? Alors, comment on peut profiter de ces statuts sociaux de la langue française en RDC? Lorsque je prends par exemple l'exemple de la notice d'un médicament entre le locuteur de la langue française et celui qui parle une autre langue que la langue française, est-ce que vous voyez les dangers que l'autre personne court? J'ai donné l'exemple, s'il ne connaît pas et comment utiliser ces médicaments, il peut tuer à cause de l'ignorance de la langue. Donc, pour celui qui ne connaît pas, il y a un problème d'apprentissage. Pour celui qui connaît la langue et qui n'a pas lu, ou bien qui a négligé, vous voyez qu'il ne peut pas tirer profit de ce qu'il connaît. Donc, pour moi, ça concerne. Et ceux qui n'ont pas appris, et ceux qui ont appris, mais qui négligent, parce que beaucoup négligent la langue, ils ne lisent plus. On a déjà vu ça, on a déjà fait ça, on connaît tout. Mais l'apprentissage, il doit être continu. On doit continuer à se cultiver, à apprendre des choses. Surtout avec la technologie des pointes maintenant, il y a des vocabulaires qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas qui arrivent. On doit découvrir, on doit connaître toutes ces choses-là. Donc, à mon humble avis, ça concerne le 2. Celui qui n'a pas appris est en danger. Il ne peut pas bénéficier de la langue française. Mais celui qui a appris, qui néglige la langue française, qui ne fait pas usage de la langue française, lui aussi, il est dans le même camp. Donc ici, les statuts sociaux du français peuvent vous permettre d'émerger, peuvent vous permettre
d'apprendre beaucoup de choses et avoir la maîtrise dans beaucoup de choses dans la vie. Démocratie. En fait, les associations, c'est comme les partis politiques, c'est comme les syndicats. Bon, il y a des objectifs que l'on poursuit. Donc si vous allez dans une association où les objectifs ne répondent pas aux attentes, c'est tout à fait normal qu'il y ait une idée de créer notre association. Mais en dépit de tout cela, vous allez remarquer que nous sommes toujours dirigés vers un point convergent. C'est-à-dire, on peut dire que nous évoluons de manière séparée, mais il y a ce qu'on appelle les procédés didactiques. Nous devons, quand on dit par exemple qu'aujourd'hui là, on travaille avec les approches actionnelles, et tout le monde va utiliser l'approche actionnelle. Je ne vois pas celui qui va dire que moi je ne suis pas dans les approches actionnelles parce que les inspecteurs viennent et nous disent bon, pour le moment, nous allons utiliser telle approche, telle approche. Et alors à ce moment-là, même si vous évoluez dans des différentes associations, mais dans les fonds, vous allez vous converger vers les mêmes approches. Merci beaucoup, prof. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est M. Moulomba Tchimakamabiste. Je suis, disons pour le moment, je suis le superviseur. Merci beaucoup. Là, vous allez trouver des fiches pédagogiques, des cours tout près, on va dire. Vous avez des ressources méthodologiques où on va vous indiquer, si je clique dessus, par exemple, est-ce que ça va marcher? Voilà, utiliser des albums, etc. Vous avez énormément de ressources qui sont proposées. Et vous voyez sur le côté, ici, vous pouvez choisir les disciplines. La didactique, de la langue, des sciences naturelles, du sport. Il y a vraiment toutes les disciplines qui existent. Et vous avez des ressources dans toutes les disciplines. Et en plus, on vous dit combien il y en a. Par exemple, en mathématiques et sciences exactes, vous avez 48 fiches méthodologiques. D'accord? Vous avez des choses sur les sciences médicales, vous avez des thèmes différents, des médias différents avec par exemple des documents. Là, vous n'avez qu'à les télécharger, du son, des images, etc. Et donc, vous avez des ressources méthodologiques et vous avez aussi des ressources brutes. Une ressource brute, c'est quelque chose qui n'a pas été fait pour l'éducation, mais que vous vous sentez intéressant de partager avec d'autres. Et donc, vous pouvez aller voir des ressources brutes. Alors, ça peut être une vidéo d'actualité, vous voyez. Ça peut être, bon là, il y a voilà, le secret de Mona, donc une rencontre avec un écrivain, une interview que vous avez vue quelque part, et vous pouvez les déposer ici. Donc, en fait, c'est une communauté mondiale de partage de ressources. C'est très intéressant quand parfois on n'a pas de manuel, on n'a pas de matériel, et on veut quelque chose d'un petit peu différent. Et puis, on a aussi, comme vous le voyez ici, on peut plus publier des événements. Donc, avec les événements, bon, ça y est, je suis déconnectée, mais bon, avec des événements, on va pouvoir être professeur. Donc, voilà, il y a des tas d'événements comme ça qui se passent dans le monde, vous pouvez vous en informer. Et puis, vous pouvez, vous, publier vos événements sur ce site aussi. Les informations aussi que vous souhaitez donner. Donc, vous voyez ici, on a questions-réflexions pour les profs de demain, stage d'observation pédagogique. Donc vous pouvez aussi dire que, par exemple, dans telle association qui est située, je ne sais pas, à Goma, par exemple, il va y avoir telle chose qui va avoir lieu, ou alors qu'il y a eu tel séminaire et vous n'en faites pas, vous faites un compte-rendu du séminaire. Je donne une information comme ça. Ici, vous avez des groupes, et là, vous avez des groupes mondiaux. Donc vous pouvez vous inscrire, vous voyez ici. Mais vous avez aussi un concours de podcast qui a été fait au Kenya. Alors là, ils ont créé un groupe spécifique pour mettre tous leurs podcasts. D'accord? Consulter la totalité des podcasts qui ont été faits pour leur concours. Et donc là, vous avez beaucoup de groupes qui existent. Vous voyez, et là aussi, vous pouvez aller chercher par discipline, par thème, etc. Et puis on peut avoir, comme vous le voyez, des groupes privés ou des groupes publics. Donc, c'est-à-dire que vous, entre vous, vous pouvez décider que, par exemple, au sein d'une école, que vous faites un groupe privé. Et là, vous aurez des ressources qui ne seront qu'à vous. Vous voyez? L'intérêt par rapport à ce que vous avez, comment dire, la complémentarité avec votre site, c'est que là, en fait, c'est géré de façon
comment dire, c'est géré par la France et pas par vous, donc ça c'est un peu le souci. Mais en revanche, vous avez la possibilité de partager des ressources avec des gens du monde entier, d'accord? Et aussi de partager des ressources peut-être plus facilement qu'avec un site qui est plus... Un site c'est plus statique, là vraiment c'est dynamique, donc il faut en profiter. Vous pouvez créer des forums aussi, mais ça existe aussi dans votre site, donc c'est très bien. Mais vous voyez, c'est complémentaire, ça n'est pas concurrent. Là, c'est vraiment plus pédagogique, on va dire. Vous voyez? Alors que sur votre site, ça va être pédagogique, mais ça va être propre à l'RDC. Voilà. Donc, moi, je vous incite vivement à vous inscrire, parce qu'en RDC, il faut vraiment qu'on soit nombreux. D'accord? C'est comme ça qu'on pourra échanger et partager. Voilà, je voulais juste vous présenter un petit peu ce site. Alors, le site, il s'appelle ifprof.org. Et ensuite, vous allez chercher ifprof RDC, hein, ifprof.org, et puis vous cherchez RDC, et vous tomberez dessus. De censure des publications dans le groupe ifprof. Sinon, tout peut y entrer, mais il faut qu'on sache ce qui est acceptable. Vous avez tout à fait raison. Peut-être qu'il y en aura un des IF, mais ça serait bien qu'il y en ait des associations. Hein. On a prévu 2 ou 3 animateurs qui vont animer le groupe. Mais il faut qu'il y ait plus que 9 inscrits, parce que s'il n'y a que 9 inscrits, ça ne sert à rien. Mais si on voit qu'il y a des gens qui s'inscrivent, effectivement, on va faire de l'animation, on va faire en sorte que ce site vraiment vive, et puis on va lancer des activités qui vont pouvoir se passer sur ce site, parce que l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez créer des webinaires directement sur le site. Vous pouvez assister à des formations en ligne. Il y a beaucoup de formations qui sont proposées, auxquelles vous pouvez assister. Vous avez à la fin même des attestations de participation. Et les animateurs sont aussi là pour chercher les ressources qui sont les plus intéressantes pour vous. Et les animateurs vont effectivement modérer les ressources qui seront pour les langues. En fait, depuis les années 2000, il existe maintenant des descripteurs qui permettent de savoir qui permettent, on va dire, de calibrer un petit peu l'apprentissage des langues. Lorsqu'on est en A1, A2, hein, des premiers niveaux, A1, A2, ce sont des niveaux, on va dire, de survie. C'est apprendre à se présenter, à acheter quelque chose, à dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est vraiment le niveau basique. En niveau B1, B2, là, on commence à travailler un petit peu plus les nuances, surtout en particulier l'argumentation. Et C1, C2, là, on se rapproche vraiment de ce qu'on devrait avoir en RDC. Hein, en fait, c'est vraiment la langue qu'on utilise pour travailler, pour s'exprimer, pour rédiger, pour écrire, pour lire, etc. Voilà, si je peux résumer en très Quand vous dites que vous mettez les CCR, moi j'ai reçu. D'accord. Si vous mettez un article de journal, ça sera peut-être B1, B2. Vous voyez? Alors, il faut savoir que le B2, c'est la langue exigée pour travailler à l'extérieur et aussi pour étudier en France. Hein, si on n'a pas un niveau B2, on ne peut pas être pris dans une université en France et on ne peut pas travailler aussi, alors pas seulement en France, c'est tout l'Europe. Hein, c'est le niveau minimum requis. Et plus on avance, plus on va maintenant vers le C1. Et le C1, moi je le vois aussi pour les étudiants français qui veulent étudier, on leur demande aussi un niveau C1. Vous voyez? Donc à niveau C1, on doit être capable de faire une synthèse, on doit être capable de rédiger une synthèse et de donner son avis sur les documents qu'on a lus, par exemple. Vous voyez? Alors vous avez au centre de langue ici, c'est ce que vous allez trouver dans tous les centres de langue européens, on va dire. Et c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'il y a vraiment des descripteurs. Et moi, je vous incite, et peut-être si vous voulez, dans le cadre des activités de la Fédération des profs de français, on pourrait très bien imaginer qu'on fait un webinaire pour montrer ce que c'est que le cadre européen de référence pour les langues, qu'on travaille dessus, qu'on vous montre ce que c'est qu'un descripteur, parce que même pour nos élèves congolais qui sont scolarisés en français, connaître les descripteurs, ça permet vraiment de voir ce qu'on demande aux élèves en français et de voir s'ils ont le niveau pour qu'on leur demande cela. Par exemple, ce qu'on remarque en France, hein, je vais vous donner un cas en France le plus simple, mais on pourrait le prendre aussi ici. On va demander à des élèves de 3e, hein, donc c'est la 9e année de scolarité, de faire certaines tâches
qui en fait sont plutôt d'un niveau B2, alors que les élèves n'ont pas encore, même en français, un niveau B2. À l'oral, oui, il n'y a pas de souci, mais à l'écrit, ils n'ont pas encore tout à fait les compétences d'un niveau B2. Mais c'est quand même ce qu'on demande à l'école. Vous voyez? Donc c'est intéressant parce qu'il y a des descripteurs qui permettent de savoir, par exemple, le descripteur, ça va être capable de lire, de rédiger une carte postale. Pédagogiques qui peuvent être linguistiques, socio-culturels, qui peuvent être également pragmatiques, des éléments très importants qui aujourd'hui constituent, on va dire, des socles de l'enseignement de la langue française. Aujourd'hui, on n'enseigne plus avec un livre de façon complètement muette. Pour enseigner la langue, il faut partir d'une tâche. Il faut partir d'une tâche à réaliser, par exemple faire des courses, par exemple remplir un formulaire d'inscription, par exemple rédiger une carte postale, ou une lettre formelle, ou même une lettre ouverte, un ouvrage, etc., etc. Alors, par rapport à chacune des tâches, il y a naturellement la situation qui sera fixée et transmettre à des élèves très assidus, très, on va dire toutouilles, qui vont recevoir la quintessence, je mets un guillemets, la quintessence du savoir. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est-à-dire du professeur à l'élève, mais également de l'élève au professeur et aussi de l'élève à l'élève. Donc l'interactivité dans la classe, une des façons d'intégrer le numérique dans l'enseignement serait par exemple, l'une des façons de renforcer l'intégration du numérique serait par exemple d'introduire de l'interactivité. Par exemple, avec aujourd'hui les livrets numériques que nous avons, les livrets numériques pour des classes de français langue étrangère, donc des classes de FLE et de français langue seconde, nous disposons de méthodes, c'est-à-dire des livres avec des formats numériques qui sont très interactifs et qui permettent, qui facilitent l'interaction avec l'enseignant, permettant aujourd'hui de renforcer la présence du numérique et donc de rendre le numérique plus efficace, de rendre l'enseignement plus efficace, plus efficient grâce au numérique. Par exemple, des logiciels, je parlais des logiciels interactifs tels que Geniali, pour ceux qui connaissent. Geniali qui est un logiciel interactif, c'est un tout petit peu comme PowerPoint, mais c'est un PowerPoint très interactif permettant de rajouter certains onglets, d'utiliser certains formats quiz et donc des formats plus interactifs qui permettront à l'enseignement en classe